Donc, je reviens juste ici. Donc, on a parlé des indications. On a dit qu'il y a des indications de manière probabiliste. On n'est pas obligé d'attendre les résultats donc, de la documentation bactériologique, mais il faut, dans certaines situations, ne pas oublier de la faire. Et puis maintenant, on va parler des indications des associations antibiotiques. Donc, on a dit que les antibiotiques, dans certaines situations, particulièrement dans les infections graves, ces antibiotiques donc, peuvent être utilisés en association. On peut utiliser donc un, deux, trois, voire quatre antibiotiques dans certains services de réanimation où il y a donc des infections péjoratives. Donc, quel est l'intérêt d'utiliser donc ces associations antibiotiques? Alors, l'intérêt d'utiliser ces associations antibiotiques, c'est surtout donc pour augmenter la vitesse de bactéricidie. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une infection grave, particulièrement chez les immunodéprimés, on a besoin de traiter rapidement et efficacement l'infection. Donc, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est toujours donc pour traiter une infection grave lorsque le germe il n'est pas connu. Le troisième avantage, c'est que ça prévient l'émergence des résistances. C'est-à-dire, si on donne pour une infection grave un antibiotique, par la suite, on va donner un deuxième antibiotique, par la suite, troisième. Donc, à ce moment-là, donc, il y a le risque de sélectionner donc, des germes résistants et les germes qui étaient donc sensibles à la molécule vont devenir résistants. Donc, pour éviter cette situation, il vaut mieux donc aller vers l'association des antibiotiques. Et puis, il faut savoir que certains antibiotiques, enfin, tous les antibiotiques n'agissent pas au niveau des mêmes cysts. Il y a des antibiotiques qui agissent au niveau du poumon, d'autres qui agissent au niveau de l'os, d'autres qui agissent donc au niveau des méninges, d'autres qui agissent au niveau du cœur, etc. Donc, pour être sûr que le traitement antibiotique va atteindre le germe dans ces différents sites, donc, on peut faire cette association d'antibiotiques. Et l'exemple type de l'association antibiotique, c'est justement la tuberculose. Vous connaissez le traitement et le schéma du traitement antituberculeux, notre traitement national, où il y a l'association de 3 voire 4 antibiotiques. C'est justement, donc, d'une part, pour atteindre le germe au niveau de différents sites, et d'autre part, donc, c'est pour, lorsque l'activité donc d'un antibiotique diminue, il est couvert par l'activité d'un autre antibiotique. Donc ça, on en a parlé des avantages. Seulement, il ne faut pas oublier que l'association des antibiotiques, elle peut avoir ses inconvénients. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que si on fait une association d'antibiotiques, nous allons être efficaces. C'est faux. L'association des antibiotiques, elle est efficace, mais elle peut être également nuisible dans cette situation. Donc, c'est un faux sentiment de sécurité. Il ne faut pas dire je donne 2 antibiotiques et je suis sûr que je vais être efficace. Non, c'est un faux sentiment de sécurité. Parfois, donc ça nous fait oublier certains gestes. Le patient, par exemple, qui a une arthrite septique, on lui donne un seul antibiotique ou bien 2 antibiotiques. Et bien, si on oublie de drainer, de faire vider l'articulation de son pus, hein, sans faire une association antibiotique adéquate, synergique, à ce moment-là, donc on va être inefficace. Donc, il ne faut pas croire que le seul geste d'associer des antibiotiques, ça va protéger donc notre malade et on va être efficace. Ce n'est pas vrai. Il faut aussi voir l'accumulation de toxicité. Les médicaments, ils ont des effets secondaires. Donc, si on donne un médicament qui a des effets secondaires, si on donne un deuxième qui a des effets secondaires, il va y avoir une accumulation des effets secondaires. Donc, il faut éviter l'accumulation de la toxicité. Et puis, il faut également donc savoir que si on donne des antibiotiques en association à tort et à travers, on risque de sélectionner des germes et il faut toujours réfléchir économie de santé. Donc, quand on fait une association d'antibiotiques, il y a le risque d'accroissement du coût. Donc, on risque donc, c'est vrai que parfois, quand le malade est hospitalisé, on a l'impression qu'il ne paie rien du tout, mais ce n'est pas vrai. Donc, il paye et il paye de notre propre argent, c'est l'argent donc de contribuable. Il faut éviter donc toute dépense
inutile, que ce soit pour le malade, que ce soit pour l'État. Alors, quelles sont les situations au cours desquelles on doit associer des antibiotiques? Et bien, sur cette plaque, vous voyez qu'il y a toutes les situations au cours desquelles on doit associer des antibiotiques. On ne va pas s'attarder sur cette plaque et on va un peu gagner du temps. On va juste s'attarder sur les antibiotiques. Donc, brucellose, endocardite, médiastinite, etc. C'est surtout donc les antibiotiques. Il y a des antibiotiques qui ne doivent pas être donnés seuls. L'acide fusidique, la fosfomycine, la rifampicine et les fluoroquinolones. Ce sont des antibiotiques qui ne peuvent pas être donnés seuls. Il y a le risque de sélection de mutants résistants. Donc, toujours, et ne pas l'oublier, ils doivent être donnés en association. Toujours en association. L'antibiothérapie, donc il y a un autre volet des indications, c'est l'antibiothérapie préventive. Alors, l'antibiothérapie préventive, donc il y a plusieurs situations au cours desquelles on donne de l'antibiothérapie préventive. Ça s'appelle également de l'antibiothérapie prophylactique ou bien de l'antibioprophylaxie. Alors, l'antibioprophylaxie, elle est donnée pourquoi? Elle est donnée chez des patients qui n'ont pas d'infection. Le patient, il n'a aucune infection. Et pourquoi on donne cette antibiothérapie? C'est justement pour éviter que cette infection ne se produise. Donc, il faut prévenir une infection qui risque d'être dangereuse pour le malade ou bien pour les malades de manière générale. Alors, quelles sont les situations? La première situation, c'est la chirurgie. Et vous êtes certainement passé dans les services de chirurgie et vous avez constaté que tous les malades presque donc ont des antibiotiques. Les malades, une fois opérés, reçoivent des antibiotiques et à la sortie, ils ont des ordonnances avec sur lesquelles donc il y a une prescription d'antibiotiques. Donc ça c'est faux. Il faut savoir qu'il y a deux types d'abord de chirurgie. Il y a la chirurgie propre et puis il y a la chirurgie comptabilisée. Donc c'est quoi la chirurgie propre? La chirurgie propre, c'est la vésicule biliaire, l'ablation d'une rate, l'ablation d'une tumeur, etc. Donc ça, c'est une chirurgie propre. Donc ça ne nécessite pas une prescription d'antibiotiques au long cours. La meilleure façon de prescrire des antibiotiques en chirurgie, c'est de donner la première dose lors de l'induction de l'anesthésie, et puis juste après, mais cette antibiothérapie ne doit pas être poursuivie au-delà de 24 à 48 heures. Mais de toute manière, quel que soit le type de chirurgie, chirurgie viscérale, chirurgie orthopédique, neurochirurgie, chirurgie gynécologique, chirurgie ophtalmologique, etc., etc. Quel que soit le type de chirurgie, il y a des protocoles. Il y a des protocoles d'antibioprophylaxie sur lesquels donc on doit travailler et qu'on doit respecter parce que ce sont des consensus qui ont été établis sur la base d'études épidémiologiques. Et donc, sur la base de ces consensus, on a pu dégager quels sont les antibiotiques les plus efficaces, quelles sont les posologies les plus efficaces et quelle est la durée du traitement la plus efficace. Donc, on ne doit pas sortir des protocoles thérapeutiques. Deuxième indication, et c'est l'indication donc, que tout médecin généraliste doit comprendre et doit donc connaître, c'est l'endocardite infectieuse. La prévention de l'endocardite infectieuse, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire du médecin cardiologue, c'est l'affaire également du médecin généraliste. Donc le médecin généraliste doit connaître les situations au cours desquelles on doit prévenir une endocardite infectieuse. Et vous voyez ici, donc, sur cette plaque, quelles sont les situations. Donc, vous voyez la valvulopathie, toutes les valvulopathies, les prothèses valvulaires, les antécédents d'endocardite infectieuse, les cardiopathies congénitales cyanogènes, accessoirement les prolapsus de la valve mitrale, les cardiomyopathies obstructives et la CIV et la coarctation d'aorte. Donc ça, ce sont des situations qui sont à risque faible. Les 4 premières situations, ce sont des situations à haut risque de développer une endocardite infectieuse. Et donc, dans ces situations, si on doit faire un geste
bucco-dentaire, par exemple, si on doit faire un autre geste, hein, une manœuvre sur les amygdales, une manœuvre sur l'œsophage, des manœuvres donc instrumentales, particulièrement donc sur les voies urinaires ou bien sur les voies gynécologiques, ces patients-là doivent bénéficier d'un traitement antibiotique avant le geste et parfois même après le geste. Alors, qu'est-ce qu'on doit donc donner comme traitement? Donc, si c'est pour des soins dentaires ou bien des infections urinaires, il s'agit certainement de traiter et de prévenir, plutôt de prévenir et non pas de traiter. Il s'agit donc de prévenir l'infection streptococcique. Et donc, dans cette situation, on doit donner un antibiotique, surtout l'amoxicilline, 3 grammes. Et je dis bien 3 grammes, parce que sur certaines copies, je trouve parfois 2 grammes. Donc, c'est 3 grammes Péros, 1 heure avant le geste. 1 heure avant le geste et sans deuxième prise. On n'a pas besoin donc de donner une deuxième prise. 3 grammes, et je répète bien 3 grammes, et sur la plaque, de toute façon, donc c'est écrit 3 grammes. Bon, ça arrive que des patients soient allergiques à l'amoxicilline. Dans cette situation, on peut substituer par la clindamycine. Donc la clindamycine qui est un macronide. Et puis, dans d'autres situations, quand on a besoin de faire des manœuvres, surtout des manœuvres instrumentales, des manœuvres instrumentales urogénitales ou bien digestives, à ce moment-là, on peut donc également donner de l'antibiothérapie préventive sur des terrains, par exemple, de valvulopathie, particulièrement sur des terrains de remplacement valvulaire, particulièrement le remplacement valvulaire. On peut donc donner une antibiothérapie à visée prophylactique et donc on a donné surtout donc de l'amoxicilline. C'est la même chose, l'amoxicilline qui est efficace sur le streptocoque, qui est efficace également sur les entérocoques. On revient, si vous voulez, à la classification et vous avez vu que l'amoxicilline, quand même, elle a un large spectre d'activité. Elle est active donc sur pas mal donc, de germes. C'est le même schéma donc posologique. Donc, on peut donner de l'amoxicilline, une prise unique dans l'heure précédant le geste, et puis donc 6 heures plus tard. On peut donner donc 2 grammes par voie intraveineuse 6 heures avant le geste, plutôt 1 heure avant le geste, et puis 1 gramme Péros 6 heures plus tard. Donc, je vais répéter. S'il y a donc une manœuvre instrumentale sur les voies génitales, sur les voies urinaires et accessoirement sur les voies digestives, particulièrement les manœuvres instrumentales, je parle donc de la cystoscopie, je parle de l'urétro, des manœuvres endoscopiques pour extraire un calcul, je parle de la biopsie prostatique, etc. Donc, si le patient il a des antécédents, il faut donner donc un antibiotique qui vise l'entérocoque. Cet l'antibiotique, c'est l'amoxicilline. La posologie. Donc l'amoxicilline, de la même manière que pour les soins dentaires, on la donne 1 heure avant. Je répète, 1 heure avant. La différence, c'est que dans cette situation, on peut la donner par voie intraveineuse, 2 grammes par voie intraveineuse, et 6 heures après le geste, on peut répéter donc 1 gramme Péros. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Vous suivez? Vous n'avez pas de questions? Vous voulez que je répète? Non? Non? Allez, on continue alors. Quelles sont les autres situations au cours desquelles on doit prescrire une antibiothérapie préventive? Donc, vous avez la liste ici, donc c'est la liste de toutes les situations. Il y a le RAA, tout le monde connaît le RAA. Vous connaissez le schéma thérapeutique antibiotique à titre prophylaxique du rhumatisme articulaire aigu, donc je ne reviens pas sur ça. Il y a aussi donc le traitement, les morphines reposent essentiellement sur des soins locaux, mais dans certaines situations, lorsqu'il y a risque de surinfection, on peut donner de l'eau.
Donc, c'est surtout lorsque la plaie, elle siège au niveau de la face, au niveau de la main, au niveau du côté d'une articulation. La deuxième situation, c'est surtout l'infection urinaire. Donc, je vais développer uniquement des situations les plus fréquentes. Du voyageur, du choléra, de la bronchite chronique, etc. Juste les situations les plus fréquentes. Donc, les infections urinaires récidivantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire infection urinaire récidivante? Infection urinaire récidivante, ça veut dire que chez une patiente, particulièrement, ce sont des patientes, des femmes, hein, qui font des cystites récidivantes à partir de 4 récidives dans un délai de moins de 3 mois. Si la patiente, elle a fait 4 en moins de 3 mois, on parle de cystite récidive. Dans cette situation, c'est l'indication à une antibiothérapie préventive. Donc, qu'est-ce qu'on donne comme antibiotique? On va donner un antibiotique qui active sur la majorité des germes urinaires et qui a un passage urinaire. Il faut préférer bien sûr la voie d'administration, la voie précoce, hein, mais on peut donner 2 à 3 fois par semaine. La posologie, c'est le 1 quart à 1 demi de la posologie, préférence donc le soir au coucher, hein, et durée allant de 6 à 12 mois. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, on revient aux indications donc, de l'antibiotique. J'ai choisi donc juste quelques situations. Je n'ai pas parlé de la pneumococcie, hein, où il faut traiter donc, le malade comme s'il s'agissait d'infection avérée. Donc, si patient sexuel avec un patient qui a un pneumocoque, il faut le traiter comme s'il est infecté. Je n'ai pas parlé également donc, des méningites à méningocoque. On va parler surtout de la neutropénie qui est observée surtout chez les patients après un traitement par une chimiothérapie. Alors, le plus souvent, donc, la fièvre, elle survient donc, après hospitalisation ou bien au milieu hospitalier, mais il faut toujours commencer rapidement l'antibiothérapie juste après la fièvre, 4 à 8 heures. Il ne faut pas attendre. Et il faut faire toujours une association d'antibiotiques, jamais un seul antibiotique. Donc, si vous revenez aux indications des associations antibiotiques, donc on a parmi les indications, il y a les patients immunodéprimés. Donc, toujours une association chez les patients qui sont sous chimiothérapie. Souvent, on associe bêta-lactamine aminosine et bêta-lactamine fluoroquinolone. Et puis, vous choisissez également une autre situation, hein, l'infection du liquide d'acide. Or, l'infection du liquide d'acide, pour prévenir cette infection, il y a 2 situations. Il y a la situation c'est-à-dire que le patient il n'a jamais fait d'infection du liquide d'acide. Dans cette situation, il faut poser l'indication. Cette indication, elle est posée sur la détermination des facteurs de risque. Quels sont les patients qui sont éligibles à recevoir une antibioprophylaxie? Ce sont tous les patients qui ont les chocs hémorragiques, c'est-à-dire donc une rupture de varice œsophagienne, les patients qui ont une ictère avec une bilirubine supérieure à 43 micromoles, et les patients qui ont une acidité très pauvre en albumine, inférieure à 10 grammes par litre. Ces patients, ils sont prédisposés à faire une infection du liquide acide. Dans cette situation, il faut prescrire systématiquement des antibiotiques pour éviter l'infection du liquide acide. Il y a la deuxième situation, c'est la prévention secondaire. Ça veut dire que le patient, il a guéri d'un premier épisode et à ce moment-là, donc on va prévenir qu'il ne récidive. Hein, qu'il ne récidive. Alors, vous voyez ici les schémas thérapeutiques. Donc, prise quotidienne de norfloxacine, ou bien une prise par semaine de ciprolon à 750, ou bien du Bactrim. L'antibiothérapie locale, donc, on passe. Donc, c'est une méthode thérapeutique donc, qui est abandonnée.
Alors, juste un mot sur l'antibiothérapie intrapéritonéale. Donc, c'est comme dans la dialyse, c'est surtout donc, une indication des péritoniques, particulièrement chez les patients qui font de la dialyse péritonéale. Alors, le plus important arrive, ce sont les précautions à prendre avant de prescrire une antibiothérapie. Donc, devant toute prescription thérapeutique, c'est la même chose. Il faut poser les indications, il faut prendre ses précautions. Alors, pour prendre ses précautions, on doit faire un bilan pré-thérapeutique. Ce bilan pré-thérapeutique, il sert à quoi? Il sert à chercher des contre-indications, il sert également donc à évaluer le terrain et il sert surtout donc à chercher des interactions médicamenteuses qui risquent d'être à l'origine d'antagonisme. Donc le bilan pré-thérapeutique, c'est quoi? D'abord, il faut affirmer l'infection. C'est une infection. Toute fièvre n'est pas sûre que c'est une infection. Hein. Il faut faire la part de choses entre germe pathogène et germe saprophyte. Parce que parfois, donc, on fait un prélèvement urinaire pour chercher une infection urinaire. On nous répond donc germe saprophyte. Ça veut dire que la toilette vulvaire n'a pas été correctement faite avant de faire le prélèvement. Donc ça, c'est pas une infection urinaire. Et souvent, donc, le microbiologiste, le bactériologiste, il le signale. Il dit que c'est un germe saprophyte. Et donc, il faut refaire votre ECB. Il faut étudier le terrain. Étudier le terrain, pourquoi? Et on va le voir tout à l'heure. C'est pour justement chercher les contre-indications, mais c'est surtout pour ajuster nos posologies, notre rythme de prescription et quels sont les médicaments qui conviennent le mieux sur quel terrain. Et puis, il faut faire tous les prélèvements nécessaires, que ce soit dans le cadre du bilan pré-thérapeutique ou bien dans le cadre donc du bilan diagnostique. Alors, les contre-indications, il n'y a pas beaucoup de contre-indications. Donc, le déficit en G6PT, surtout pour la famille des chloramphénicols. Les aminosides et les tétracyclines pour la myasthénie parce qu'ils ont un effet curarisant. L'insuffisance rénale et l'insuffisance cardiaque, il y a de la rétention hydrosodée, donc il faut faire très attention à la pénicilline G à forte dose parce que ça contient du sodium et dans certaines formes, ça contient du potassium. Étudier le terrain, ça c'est très important. Étudier le terrain, pourquoi? Parce que ça permet de choisir l'antibiotique qu'il faut, mais aussi la posologie et la voie d'administration et le rythme d'administration. Alors le terrain, l'âge intervient surtout dans le choix de la posologie. Chez l'enfant, vous avez fait certainement de la pédiatrie, vous savez que tous les traitements ils sont donnés en fonction du poids ou bien en fonction de la surface corporelle. Hein. Chez le sujet âgé, et ça vous allez le voir peut-être demain, hein, chez le sujet âgé, tous les médicaments doivent tenir compte. Parce que chez le sujet âgé, il y a des modifications physiologiques, il y a des modifications dans la vidange gastrique, dans l'absorption, dans le métabolisme hépatique, dans l'élimination rénale des médicaments. Et surtout chez le sujet âgé, la posologie, elle tient compte de la clairance de la créatinine. Et ça, vous allez le voir dans un cours à part. Les allergies, les terrains atopiques, ils prédisposent aux accidents d'hypersensibilité. Les patients qui ont de l'urticaire chronique, ce sont des patients qui sont beaucoup plus prédisposés à faire de l'allergie aux antibiotiques. Donc, il faut faire très attention. La grossesse. Alors, la grossesse, c'est la situation la plus importante à considérer. Parce que les femmes enceintes, elles consultent souvent pour de la fièvre et on est contraint à lui prescrire des antibiotiques et il faut être prudent. Il faut être prudent et il y a deux cas de figure. Il y a d'abord les 3 premiers mois de la grossesse où on a peur donc que l'antibiotique soit tératogène pour le fœtus. Et puis après les 3 mois, donc on a peur que l'antibiotique soit toxique. La toxicité, elle peut toucher le fœtus, l'enfant, elle peut toucher toujours le fœtus en pré-néonatal, c'est-à-dire juste avant qu'il naisse, avant l'accomplissement de l'accouchement, et il peut être toxique également en post-natal. Hein. Et donc vous allez voir que dans la liste des antibiotiques, il y a beaucoup de choses à savoir. Les bêta-lactamines, ce sont les antibiotiques de choix à prescrire au cours de la grossesse. Ils ont un effet tératogène qui est nul. Hein. Ils sont indiqués dans pas mal donc, de situations. Et puis, donc, presque toutes les bêta-lactamines, l'amoxicilline, l'oxantin, le céphalosporine, donc presque toutes les bêta-lactamines sont indiquées chez la femme enceinte et sont prescrites sans aucun problème. Les aminosides ne sont pas contre-indiqués chez la femme enceinte.
mais il y a le risque de néphrotoxicité chez la mère, hein, il y a le risque d'autotoxicité chez le fœtus. Donc, il faut faire très attention. Chez la mère, si on doit donc prescrire des aminosides, il faut surveiller la fonction rénale, il faut donner un schéma de réhydratation pour éviter la néphrotoxicité. Chez le fœtus, donc, il faut faire très attention. Hein, et ce problème, donc, on l'a toujours rencontré, surtout avec le schéma du traitement antituberculeux, lorsqu'on utilisait la streptomycine. Les tétracyclines. Donc, les tétracyclines traversent le placenta, interfèrent avec le métabolisme du calcium osseux. Donc, il y a le risque d'hypoplasie, il y a le risque de changement de coloration des dents, et il y a le risque de retard de croissance. Donc, il vaut mieux éviter d'utiliser les tétracyclines chez la patiente enceinte. Les macrolides, la spiramycine, c'est le macrolide le plus toléré chez la femme enceinte, particulièrement donc, vous savez que durant la grossesse, on surveille la femme et on recherche régulièrement, donc, chez les femmes bien sûr qui ne sont pas immunisées, on recherche régulièrement la toxoplasmose. Et bien la spiramycine, c'est le seul traitement de la toxoplasmose chez la femme enceinte. On donne 9 millions entre 7 et 24 semaines d'aménorrhée. Donc le seul macrolide, c'est la spiramycine chez la femme enceinte. Le flagile, donc il faut l'éviter surtout au premier trimestre. Et les fluoroquinolones, il faut les éviter parce qu'ils se déposent au niveau donc, du cartilage et ils risquent de donner des lésions dégénératives irréversibles. Donc il faut les éviter. Vous m'entendez? Oui. J'ai un problème avec l'écran. J'ai un problème avec l'écran, mais je peux toujours donc continuer si vous avez votre... si vous m'entendez. Oui, on vous entend, docteur. Donc, je continue en diapo si vous voulez. Hein. Ah, voilà, ça y est, donc c'est réglé. Donc, il y a les sulfamides qui sont contre-indiqués au premier trimestre. Hein. Ils sont également contre-indiqués en période néonatale. Donc, ils sont contre-indiqués au premier trimestre, ils sont contre-indiqués en période néonatale, enfin, ils risquent de donner donc en période néonatale donc, un ictère nucléaire. Donc, ici, chez le patient, donc chez la femme plutôt enceinte, il faut toujours éviter de donner les sulfamides en période néonatale. Il faut renoncer aux sulfamides en fin de grossesse et durant le travail, donc à cause de complications. Bon, les nitrofuranes largement prescrits, les phénylcolés peuvent être responsables d'un syndrome, donc, le syndrome chez les prématurés. L'allaitement, donc, il faut préférer les bêta-lactamines et la spiramycine. Les aminosides passent dans le lait et les quinolones sont taillés. Toujours dans le terrain, donc il faut faire attention à l'insuffisance hépatique, il faut faire attention à l'insuffisance rénale. Vous allez voir donc ça. Vous allez donc faire donc, des prescriptions en cas d'atteinte rénale. Les troubles musculaires, surtout donc la myasthénie, il faut craindre l'action pluralisante de certains antibiotiques, particulièrement donc les aminosides. Toujours, pour prendre en charge le malade, il faut poser des questions. Est-ce que le malade il prend d'autres médicaments? Parce qu'il y a le risque donc de toxicité, d'interaction médicamenteuse. Par exemple, si on associe des aminosides à des diurétiques, il y a le risque d'une augmentation de la néphrotoxicité. Hein. Si on donne donc des phénylcolés associés à des anticoagulants, donc il y a le risque hémorragique. Donc les anticoagulants donc, vont être, le patient il va être plus sensible aux anticoagulants. Donc, il faut toujours poser la question. Et puis, la liste, elle est très longue. Une fois que chaque fois que vous devez prescrire donc, des antibiotiques, il faut se référer au guidage et aux interactions médicamenteuses. Donc, on revient donc à notre règle de prescription. Nous avons dit que la règle de prescription, c'est d'abord les indications, poser l'indication définitivement.
Deuxièmement, c'est de prendre ces précautions, et on vient de voir toutes les précautions à prendre. Troisièmement, c'est la conduite pratique du traitement. La conduite pratique du traitement, elle est identique. Elle repose sur quoi? D'abord, il faut choisir l'antibiotique. Deuxièmement, il faut préciser la posologie. Troisièmement, c'est la voie d'administration. Quatrièmement, c'est la durée du traitement. Donc, le choix de l'antibiotique, c'est très, très, très important. Le choix en posologie, durée du traitement, voie d'administration. Donc, c'est très, très important. Et puis, la thérapie, tout dépend de la situation. Donc, le choix de l'antibiotique, il repose sur la connaissance de l'arsenal thérapeutique. Tout ce que vous avez vu dans la classification des antibiotiques, avec toutes les indications des antibiotiques. Bien sûr, je n'ai donné que l'arsenal thérapeutique le plus répandu, mais la liste des antibiotiques, elle est très, très, très longue. Deuxième critère de choix de l'antibiotique, il repose sur la nature de l'infection. Est-ce que c'est une infection modérée? Est-ce que c'est une infection sévère? Si c'est une infection modérée, on peut aller vers la monothérapie sans prélèvement bactériologique. Si c'est une infection sévère, on va aller vers les prélèvements bactériologiques avec une bithérapie, trithérapie, voire plus. Ça dépend également du site infectieux. Donc, il y a des médicaments qui arrivent au niveau de l'os, d'autres qui n'arrivent pas au niveau de l'os. Il y a des médicaments qui arrivent jusqu'au parenchyme pulmonaire, d'autres qui n'arrivent pas. Donc, il faut choisir le médicament qui diffuse le mieux au niveau du site infectieux. Si on doit donner donc pour une arthrite septique, on va donner du bétalactamine et on est sûr que ça va diffuser. On peut donner également une tétracycline, ça va diffuser au niveau de l'os, etc., etc. Il faut tenir compte du terrain et on vient donc de voir tous les terrains avec toutes les susceptibilités donc, possibles. Il faut tenir compte donc de la voie d'administration, du rythme d'administration, de la durée et du coût. Donc ça, c'est le choix de l'antibiotique. De toute manière, c'est n'importe quel traitement. Donc, je répète, choisir le médicament, la posologie, la voie d'administration, le rythme d'administration et la durée du traitement. Alors, en matière de voie d'administration du traitement antibiotique, l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir une antibiothymie constante sur les 24 heures, ce qui n'est pas possible. Donc, on a surtout recours, si on veut donc des concentrations constantes sur les 24 heures, on a surtout recours à la voie veineuse discontinue, c'est-à-dire on fait des intraveineuses toutes les 3 heures, toutes les 4 heures, etc. Il ne faut pas oublier le rôle important également de la voie orale pour certains antibiotiques comme l'amoxicilline qui est venue donc remplacer l'ampicilline par voie injectable. Bon, il y a aussi d'autres voies telles que la voie intramusculaire et la voie locale. C'est surtout dans le choix de la posologie. Le choix de la posologie, il dépend de la sévérité de l'infection. Une infection modérée, on donne par exemple 2 grammes d'amoxicilline. Par contre, une septicémie ou bien une endocardite infectieuse, on donne 12 grammes d'amoxicilline. Donc vous voyez la différence. Lorsque l'infection est sévère, la posologie doit être importante, alors que doit être importante parfois. Pardon. Alors que pour une infection modérée, 3 grammes, c'est largement suffisant. Donc la sévérité de l'infection conditionne la posologie. Il y a aussi la sensibilité de la bactérie. Est-ce que c'est une bactérie donc qui est sensible? Est-ce qu'elle n'est pas sensible? Et puis, le site de l'infection. Hein? Le site de l'infection, il y a des antibiotiques qui vont subir plusieurs transformations avant d'arriver au site d'infection. Donc, il faut tenir compte de toutes ces biotransformations pour arriver au site d'infection. Et pour cela, donc, il faut calculer la concentration minimale inhibitrice, qui est la bactériostase, et puis la concentration minimale bactéricide. Alors, pourquoi on doit calculer? Bon, je ne vais pas vous lire ce qui est écrit sur la diapo, et pourquoi on doit calculer tout ça? On doit calculer tout ça, c'est pour déterminer non seulement la posologie, mais c'est pour déterminer également le rythme d'administration. Le rythme d'administration. Parce que dans la bactéricidie, il y a 2 types d'antibiotiques. Il y a les antibiotiques qui ont une bactéricidie temps-dépendante, et il y a des antibiotiques qui ont une bactéricidie concentration dépendante. Quelle est la différence entre les deux? La bactéricidie temps-dépendante, c'est une bactéricidie qui est lente.
elle est obtenue à une concentration donnée. À partir de là, donc, on n'augmente pas. On n'augmente pas la concentration, on n'augmente pas la posologie. Mais on augmente le temps de contact avec cette concentration. Donc, la bactérie, si elle reste plus longtemps au contact avec cette concentration, il est sûr que le traitement, il est bactéricide. Contrairement à la bactéricidie, concentration dépendante. La bactéricidie, concentration dépendante, elle est très rapide, de plus en plus importante au fur et à mesure qu'on a concentration. Donc, la différence, c'est que pour un antibiotique temps dépendant, donc le pic, il est obtenu très lentement. Et donc, c'est l'exposition, si vous voulez, de la bactérie à l'antibiotique, alors que pour les bactéricides concentration dépendante, le pic, il est obtenu très rapidement, hein, mais il va diminuer et donc on sera obligé soit d'augmenter la concentration pour être plus efficace, c'est le cas de, donc, entre la différence entre l'infection modérée et l'infection sévère, hein, soit qu'on est obligé de multiplier les prises toutes les 3 heures, c'est pas comme toutes les 4 heures, c'est pas comme toutes les 6 heures. Alors il y a certains antibiotiques pour lesquels on est sûr qu'il y a donc, on est sûr donc qu'il y a des connaissances concernant donc la bactéricidie, ce sont les amylosides, les glycopeptides, les fluoroquinolones et certaines bêta-lactases, pas toutes les bêta-lactases. Donc, le choix de l'antibiotique, c'est le médicament, la posologie, hein, la voie d'administration, on en a parlé, le rythme d'administration, c'est en fonction de la bactéricidie, temps dépendant ou bien concentration dépendant, et la durée du traitement, elle repose sur des consensus. On sait que le traitement de l'infection ORL simple, c'est 5 jours. On sait que le traitement du grave, c'est 20 jours. On sait que le traitement c'est 10 jours. On sait que le traitement de l'infection urinaire compliquée, 10 à 15 jours.